Aujourd'hui, nous allons plonger dans un discours inspirant prononcé par Kémi Séba aux Nations Unies. Il a parlé avec passion des problèmes auxquels sont confrontées de nombreuses populations dans le monde qui ont souffert sous la domination coloniale. Décomposons ses principaux points et comprenons pourquoi son message est si crucial aujourd'hui. Mais d'abord, un peu de contexte. Kémi Séba a révélé qu'une semaine avant de prononcer ce discours, il avait été arrêté par les services secrets français. Il a été détenu avec un collaborateur et cette arrestation aurait été ordonnée par la présidence française en collaboration avec Patrice Talon, le président du Bénin. C'est une accusation forte et cela nous révèle quelque chose de très important. Le gouvernement français se sent menacé par les actions et les paroles de Kémi. Mais pourquoi la France se sentirait-elle menacée ? Selon Kémi, c'est parce que notre lutte contre le colonialisme met en danger les intérêts français en Afrique et dans la diaspora. Analysons cela de plus près. Le gouvernement français, comme d'autres anciennes puissances coloniales, conserve encore des intérêts économiques et politiques significatifs en Afrique. Ceux-ci peuvent inclure des accords commerciaux, le contrôle des ressources naturelles ou une influence sur les dirigeants politiques. En s'opposant au colonialisme et en exposant les pratiques néocoloniales, Kémi Séba et son mouvement menacent essentiellement les systèmes qui permettent de préserver ses intérêts. Parce que la France, du moins le gouvernement français, parce que je ne veux pas mélanger l'élite française et le peuple français, l'élite française pense qu'au XXIe siècle, ils peuvent prôner les droits de l'homme à l'extérieur, mais ils ne peuvent pas les appliquer vis-à-vis des populations qui n'ont cessé d'asphyxier depuis des siècles. Parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, ce qu'ils appellent de manière coloniale les territoires d'outre-mer, ou l'Afrique francophone, sont leurs précarés naturels et que ces territoires leur appartiennent. Parce qu'ils pensent que les populations que nous sommes, la population noire que nous sommes, que nous constituons, représentent du bétail et un bien meuble qui leur appartiendra ad vitam aeternam. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de déployer les moyens les plus spectaculaires pour essayer de nous arrêter en pensant qu'ils pouvaient nous mettre à l'ombre pendant de nombreuses années. Malheureusement, dans notre tradition, il y a un adage qui dit « Le colon fait ses plans, Dieu fait les siens, et Dieu est le meilleur des planificateurs. » Nous sommes aujourd'hui libres et nous allons pouvoir parler avec fluidité au gouvernement français et à ces marionnettes qui sont à la tête de nos États, que ce soit en Afrique ou qui sont à la tête de nos territoires, dans les territoires colonisés, appelés de manière coloniale d'outre-mer. Au XXIe siècle, aucun peuple n'a à devoir subir les affres du colonialisme. Chaque peuple a le droit à l'autodétermination. Chaque peuple a le droit de pouvoir jouir de son territoire, de son sol. Il n'est pas normal qu'un pays comme la France, dirigé par cette engeance coloniale, puisse avoir le contrôle de territoires qui sont installés à des centaines de milliers de kilomètres de son espace naturel. C'est du colonialisme. Il faut être capable de le dire. Le gouvernement français sait pertinemment que sans l'Afrique francophone, sans des territoires tels que la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Kanaki, la Polynésie et autres, et la Corse notamment, l'élite française sait qu'elle n'aurait pas l'influence géopolitique qu'elle a dans le monde. Elle passe son temps à donner des bons points et des mauvais points au reste de l'humanité en ce qui concerne les droits de l'homme, mais a décidé d'inférioriser, de classifier une partie de l'humanité comme étant inférieure. Inférieure quand ça l'arrange. Par contre, elle a profondément besoin de nos ressources humaines et de nos ressources naturelles. Il arrive un moment où cette élite française doit comprendre et devra comprendre, et je pense que cette heure est arrivée, que notre génération n'est plus disposée à tendre l'autruche, n'est plus disposée à accepter les humiliations constantes, n'est plus disposée à accepter la vie chère dans les territoires colonisés, qu'on appelle les territoires d'outre-mer, n'est plus disposée à accepter le franc CFA et les bases militaires sur les autres territoires colonisés que l'on appelle l'Afrique francophone, n'est plus disposé à accepter que nos présidents soient sélectionnés par l'oligarchie française avant d'être élus de manière générale impropre par le peuple. Maintenant,
Explorons ce que disent les critiques à propos de ce problème. Les critiques soutiennent que les systèmes mis en place à l'époque coloniale continuent souvent sous différentes formes. Ils pensent que les puissances coloniales n'ont pas totalement renoncé au contrôle, utilisant plutôt des stratégies politiques et économiques pour maintenir leur influence sur les anciennes colonies. Cela nous mène à une génération qui est impatiente de contester et de changer ce statu quo. À l'approche d'octobre 2024, un sentiment croissant se manifeste chez les jeunes qui disent en avoir assez du système colonial. Ils ne veulent pas accepter ce que certains appellent des négociations fallacieuses, des accords trompeurs qui semblent bénéfiques mais qui, en fin de compte, servent les intérêts des puissants. Cette génération veut balayer ces systèmes obsolètes et lutter pour une véritable liberté et autodétermination. Les critiques soulignent que ceux qui résistent et luttent pour leurs droits sont souvent étiquetés comme extrémistes ou même terroristes. Au contraire, les vrais oppresseurs sont présentés comme des citoyens ordinaires. Cette inversion des rôles est un point crucial pour comprendre la mentalité coloniale et son impact sur la société. Le poids émotionnel du colonialisme peut être immense. Beaucoup de ceux qui ont lutté pour la liberté ont été diabolisés, qualifiés de fauteurs de troubles pour simplement vouloir reprendre leurs droits. Les critiques soulignent que ce type de stigmatisation sert à réprimer des voix et des préoccupations légitimes. Les gens en ont assez de ce qu'ils appellent l'arrogance coloniale et de la brutalité qui l'accompagne souvent, qu'elle soit politique, économique ou sociale. Cette frustration ne se limite pas aux nations colonisées. Beaucoup de citoyens dans les anciennes puissances coloniales, comme la France, s'opposent également aux politiques de leur gouvernement. Ils ne s'alignent pas avec les valeurs coloniales perpétuées par une minorité qui détient le pouvoir. Cela crée une conversation plus large sur qui représente réellement le peuple dans ces nations. Les critiques soutiennent que la voie à suivre passe par l'unité. Ils plaident pour le panafricanisme, qui est l'idée que toutes les nations et les peuples africains doivent travailler ensemble pour atteindre une souveraineté collective. En s'alliant avec d'autres peuples opprimés, ils pensent pouvoir créer un front puissant contre le colonialisme et ses effets persistants. Le slogan « Divisés, nous sommes affaiblis, unifiés, nous sommes inébranlables » résonne fortement avec cette perspective. Il souligne l'importance de la solidarité dans la lutte pour l'autodétermination et la liberté. Lorsque les gens se rassemblent, ils peuvent résister plus efficacement à l'oppression. Avec des dirigeants comme Emmanuel Macron au pouvoir, certains critiques estiment que les attitudes coloniales persistent. Ils affirment que Macron a cherché à renforcer le statut de la France en tant que puissance mondiale, malgré le déclin de l'influence du pays. Cependant, l'essor d'une nouvelle génération déterminée à affronter ces héritages représente un espoir de changement. Cette nouvelle génération se voit comme la continuation des luttes de leurs ancêtres. Ils honorent ceux qui ont combattu et sacrifié pour la liberté et s'engagent à compléter l'œuvre commencée depuis longtemps. Cet engagement à honorer leur histoire tout en cherchant activement le changement est une force motrice puissante dans le mouvement actuel. Le panafricanisme est l'idée que les nations africaines doivent s'unir politiquement et collaborer pour se libérer de l'impérialisme et de l'influence coloniale. Ce mouvement trouve ses racines dans les luttes de figures historiques comme Kwame Nkrumah et Patrice Lumumba, qui croyaient que l'Afrique ne pouvait prospérer que si elle était unie. Mais il y a un point essentiel ici. Le panafricanisme ne peut pas être compatible avec les régimes qui utilisent la violence contre leur propre peuple. C'est la question centrale abordée lors de la 7e conférence internationale sur le panafricanisme et l'anti-impérialisme actuellement en cours à Dakar, au Sénégal. Plongeons dans la signification de cela et les discussions clés de la conférence. Du 24 au 28 octobre 2024, les véritables défenseurs du panafricanisme se rassemblent à Dakar pour discuter de la lutte contre l'impérialisme et les dictatures qui utilisent le panafricanisme comme prétexte pour leurs pratiques oppressives. Cet événement, organisé par les dynamiques unitaires panafricaines, réunit des délégués venus de toute l'Afrique et d'ailleurs. Il y a également des délégations venant de Corée du Sud, des États-Unis, d'Amérique latine et de la Martinique.
Cela montre que le panafricanisme ne concerne pas seulement l'Afrique, mais qu'il fait partie d'une lutte mondiale contre l'impérialisme. Lors de cet événement, les orateurs insistent sur le fait que le panafricanisme est une question d'unité et de souveraineté. Il s'agit de créer une Afrique politiquement unie qui peut résister à l'influence étrangère. Mais cette vision du panafricanisme est bien différente de la version utilisée par certains régimes pour maintenir le pouvoir. Par exemple, le gouvernement togolais est souvent critiqué pour se dire panafricaniste, alors qu'il continue d'opprimer ses propres citoyens et utilise la violence pour rester au pouvoir. Les dynamiques unitaires. Panafricaine réunit des délégués venus de toute l'Afrique et d'ailleurs. Il y a également des délégations venant de Corée du Sud, des États-Unis, d'Amérique latine et de la Martinique. Cela montre que le panafricanisme ne concerne pas seulement l'Afrique, mais qu'il fait partie d'une lutte mondiale contre l'impérialisme. Lors de cet événement, les orateurs insistent sur le fait que le panafricanisme est une question d'unité et de souveraineté. Il s'agit de créer une Afrique politiquement unie qui peut résister à l'influence étrangère. Mais cette vision du panafricanisme est bien différente de la version utilisée par certains régimes pour maintenir le pouvoir. Par exemple, le gouvernement togolais est souvent critiqué pour se dire panafricaniste, alors qu'il continue d'opprimer ses propres citoyens et utilise la violence pour rester au pouvoir. Les dynamiques unitaires. Panafricaine et les autres participants à la conférence de Dakar croient que l'Afrique ne pourra être libre que si elle s'unit politiquement. Leur vision est de créer quelque chose comme les États-Unis d'Afrique, une entité politique unie avec sa propre armée et sa propre diplomatie. C'est une vision partagée par les fondateurs du panafricanisme, comme Kwame Nkrumah. De manière intéressante, la conférence de Dakar rassemble également des délégués de Corée du Sud, des États-Unis et d'Amérique latine, qui soutiennent la lutte contre l'impérialisme. Ces pays ne font pas partie de l'Afrique, mais ils partagent les mêmes objectifs de lutte contre les puissances mondiales qui tentent de dominer d'autres nations économiquement et politiquement. C'est significatif car cela montre que le panafricanisme n'est pas seulement une lutte africaine, c'est une partie d'un mouvement mondial plus large. Des personnes de différentes régions du monde se rassemblent pour soutenir l'idée de souveraineté et de liberté pour toutes les nations, et pas seulement pour l'Afrique. Cependant, le chemin vers le véritable panafricanisme n'est pas facile. Le plan initial était de tenir cette conférence en Guinée-Bissau, mais elle a dû être déplacée au Sénégal en raison de la situation politique en Guinée-Bissau. Le dirigeant de ce pays, Umaro Sissoko Embalo, est considéré comme un néocolonialiste, ce qui signifie qu'il œuvre pour protéger les intérêts étrangers plutôt que ceux de son propre peuple. Cela montre comment le néocolonialisme ou l'influence persistante des puissances étrangères reste un problème majeur en Afrique. Les organisateurs de la conférence ont déplacé l'événement au Sénégal pour éviter les obstacles créés par de tels régimes. Cela démontre la difficulté de la lutte pour le panafricanisme, même lorsque certains dirigeants africains vont à l'encontre de la cause.